Bonsoir tout le monde et bienvenue pour le second temps de ce live exceptionnel organisé par Mediapart en ce dimanche d'élection départementale. Avant notre soirée électorale proprement dite qui débutera dès 20 h et vous permettra d'éteindre votre téléviseur et d'éviter les petites phrases et les grandes manœuvres au profit de vraies analyses, Mediapart vous propose de passer 1 heure à cerner les contours des classes populaires contemporaines. Une radiographie du peuple utile à quiconque ne veut pas se contenter soit simplement de déplorer le taux d'abstention ou au pire d'accuser le peuple d'avoir mis le cap à l'extrême droite comme on l'entend souvent. Pour cette radiographie du peuple, je suis en compagnie de sociologues. Yasmine Ciblot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de sociologie à l'université Paris 8 et Isabelle Coutan, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au CNRS et vous êtes avec 3 autres chercheurs, les chercheurs et chercheuses, les co-auteurs d'un ouvrage intitulé Sociologie des classes populaires contemporaines. C'est publié chez Armand Collin. C'est donc un manuel, il faut bien le dire à ceux qui nous regardent, mais c'est aussi un livre important pour qui veut comprendre la société française aujourd'hui et comprendre aussi pourquoi les politiques actuelles à son égard sont souvent aveugles ou inopérantes. Alors on pourrait d'ailleurs commencer avec le choix de l'image que vous avez mis sur ce livre. Une grande fresque murale avec marqué « Êtes-vous ici ?» Ça veut dire qu'on ne sait plus trop où est le peuple, Yasmine Ciblot? Alors, on a eu beaucoup de mal à trouver une illustration de couverture. Et effectivement, ce qui nous a retenu dans cette photographie, c'est que c'est une fresque qui a été peinte sur le mur d'une ancienne usine, comme on le voit peut-être. En tout cas, il s'agit de ça. Et l'interrogation centrale de ce livre, c'est justement savoir de qui on parle aujourd'hui quand on parle de classe populaire. On ne parle pas tout à fait des mêmes personnes dont on pouvait parler il y a 30 ou 50 ans. Quand on parlait de la classe ouvrière, par exemple. Alors à ce propos, j'aimerais qu'on regarde juste un petit extrait de film. C'est extrait du film « La classe ouvrière s'en va au paradis ». 12, 28, 12, 30, 8, 27, 12, 27, 12, 30, 10, 32, 10, 30, hop. Vuoi una sigaretta? Ma rendi di più, no? Dans ce film, La classe ouvrière va au paradis, d'Elio Petri, qui avait été primé à Cannes en 1972, on voit un ouvrier comme ça passer du zèle à la contestation, et on a, même sur ces petites images, tout l'imaginaire de la grande usine, avec des solidarités qui vont se faire entre ouvriers, contre notamment donc l'encadrement qui chronomètre les moindres faits et gestes de ces ouvriers. Et c'est vrai que, alors je ne sais pas si elle est partie au paradis, la classe ouvrière, mais on a l'impression que, en tout cas dans les discours, elle a disparu. Aujourd'hui, d'ailleurs, votre ouvrage s'appelle « Les classes populaires », non pas la classe populaire ni la classe ouvrière. Comment est-ce qu'on est passé de ce vocabulaire de la classe ouvrière à celui au pluriel des classes populaires, alors que la classe ouvrière avait quand même quelque chose d'hégémonique jusqu'au moins dans les années 70, Yasmine Ciblot? Alors, effectivement, ce terme de classe ouvrière, il a disparu dans le vocabulaire politique, médiatique. Il a aussi disparu du vocabulaire des sciences sociales de façon assez tardive et assez rapide dans les années 90 en ce qui concerne la sociologie en France. Et ce qui est intéressant d'observer quand on revient sur des travaux qui portent sur ces univers qui sont un petit peu anciens, c'est que, alors même que la classe ouvrière demeurait une catégorie centrale de la sociologie, mais aussi du vocabulaire politique dans les années 70 et 80, elle a commencé à être remise en cause par des intellectuels, des chercheurs, qui ont proposé justement cette notion de classe populaire, alors même que les ouvriers étaient au centre du débat politique et très visibles socialement, pour parler autrement des dominés. On pourrait résumer un peu leur idée de cette façon-là, puisqu'il s'agissait d'éclairer la diversité interne au groupe dominé, de montrer qu'on ne parlait pas que d'ouvriers de la grande industrie, pas seulement d'hommes, mais qu'il y avait aussi d'autres formes de travail industriel et aussi d'autres formes de travail subalterne,
même si l'industrie était à ce moment-là très centrale. Mais est-ce que ce basculement, il est d'abord lié à des transformations internes à ces classes populaires ou aussi à un regard sur la société où on n'a plus très envie d'avoir, notamment à partir des années 80, une lecture de classe qui est sans doute considérée comme trop marxiste? Alors, effectivement, les deux dimensions sont tout à fait centrales. Alors, on reviendra, je pense, en détail sur les transformations du monde du travail, des pratiques culturelles, du rapport à l'école, de tout un ensemble d'autres évolutions centrales qui invalident les représentations de la classe ouvrière des années 50 à 70, on va dire. Mais effectivement, dans le monde intellectuel et politique, là pour le coup les deux vont largement de pair, on a une disqualification des analyses en termes de classe sociale. Donc ce qui nous tenait à cœur en faisant cet ouvrage, tous les 5, c'était déjà de réhabiliter en sociologie, mais on pourrait dire au-delà, les analyses en termes de classe sociale. Donc rappeler qu'on vit dans une société de classe dans la France contemporaine. Donc une société de classe, c'est une société où il y a des inégalités, mais ce n'est pas seulement une société où il y a des inégalités, c'est une société dans laquelle on peut décrire des rapports de pouvoir. C'est aussi ça qui fonde les classes sociales, et c'est ce qu'on décrit dans cet ouvrage. Des rapports de pouvoir qui ne sont pas qu'économiques, qui sont aussi culturels, qui sont aussi politiques, qui sont aussi symboliques. Et donc c'est cette idée très importante qui nous a poussé à faire cet ouvrage. Et en même temps, Isabelle Coutan, vous avez choisi de les appeler les classes populaires et non pas les classes subalternes, les classes dominées ou les classes inférieures. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des rapports de domination et c'est même structurel, mais c'est pas seulement, elle ne se situe pas seulement, ça ne veut pas simplement dire en bas de l'échelle sociale, classe populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend en compte à la fois effectivement une condition économique, des conditions de vie objectives et puis aussi une culture propre. Un style de vie, une façon de voir le monde spécifique, c'est un peu le pari. Et classe populaire aussi pour prendre en compte à la fois les ouvriers, mais aussi les professions qui sont en augmentation depuis les années 70, les professions employées. Et faire aussi du coup toute une place, c'est un peu une des choses importantes dans ce livre aux femmes. Alors c'est aussi peut-être parce qu'il y a une attention plus grande aussi aux questions du genre dans les sciences sociales, mais c'est vrai que tous les travaux sur la classe ouvrière étaient beaucoup des travaux qui insistaient sur les hommes. Donc là, c'est à la fois parler des ouvriers, des ouvrières, mais aussi des employés. Donc, parce que les classes populaires, jusqu'aux années 70, c'est quand même majoritairement des ouvriers. Aujourd'hui, c'est majoritairement des employés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 22% d'ouvriers dans la population active, 30% d'employés. C'est la catégorie la plus importante, pour 16% de cadres, pour donner un peu des ordres de grandeur. Donc c'est aussi insister sur cette dimension-là et c'est penser ensemble. Le pari du livre, c'est de se dire qu'est-ce qui est commun. Qu'est-ce qui est commun entre les ouvriers, les employés aujourd'hui? Pourquoi on peut parler d'un monde commun, et à la fois sur le plan des conditions de travail, des conditions économiques et en termes de rapport au monde, de rapport à l'avenir et de style de vie. Alors ça, on va effectivement continuer à l'explorer. Juste pour bien comprendre, ce basculement de la classe ouvrière vers les classes populaires, qui permet aussi d'intégrer le fait qu'il y a beaucoup de femmes, il y a des employés, il est aussi lié aux années 80, dans ce mouvement de distanciation vis-à-vis de l'image d'une classe populaire réduite aux ouvriers, mais aussi... En réhabilitant, vous le dites, la lecture en termes de classe de la société, vous vous distinguez de ce qu'on a pas mal entendu dans ces mêmes années 80, c'est-à-dire qu'on allait vers une moyennisation de la société française, des classes moyennes, avec quelques exclus certes, mais où la démocratisation scolaire, l'accès à la consommation de masse ne permettait plus d'avoir une lecture en termes de classe. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Qu'on n'est pas dans une société de classe moyenne? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens se disent « moi, j'appartiens à la classe moyenne », d'ailleurs, qu'ils soient riches ou pauvres. Alors, même pour être plus précis, dans les enquêtes qui portent sur les identités, il y a de moins en moins de personnes qui se reconnaissent dans le vocabulaire des classes, qui vont se déclarer appartenir à une classe sociale. Et parmi ceux qui se déclarent appartenir à une classe sociale, l'immense majorité des personnes, qu'elles soient ouvrières ou cadres, vont s'identifier à ce groupe très mal définie des classes moyennes. Donc, pour comprendre la prégnance de cette représentation, il faut effectivement revenir à une histoire qui n'est pas que celle des années 80, mais qui devient une histoire intellectuelle dominante dans les années 80. C'est la contestation de la lecture en termes de classe sociale, et notamment la contestation du marxisme, même si aujourd'hui les analyses en termes de classe sociale sont souvent éloignées du marxisme. Mais dans les années 80, on voit
à devenir dominant, un discours qui jusque-là peinait à se faire entendre sur la fin des classes sociales, qui n'est pas du tout nouveau à ce moment-là, hein, mais qui devient un discours très très répandu, avec les arguments que vous avez rappelés, et l'idée que ces frontières de classe, ces styles de vie différenciés, mais aussi les conflits entre classes sociales, hein, c'est aussi la fin des classes sociales, c'est aussi la fin de la lutte des classes. L'idée que la conflictualité sociale, enfin de penser l'éviter en tout cas. Oui, de penser qu'elle n'a plus lieu d'être du fait de la résorption d'un certain nombre d'inégalités et d'intérêts qui seraient devenus communs à une large partie de la population. Donc ces représentations en France, elles vont être portées par des auteurs très différents. Et notamment, on peut retenir quelqu'un qui s'appelle Henri Mindras, qui va publier plusieurs ouvrages qui vont développer cette idée, qui va aussi la représenter de façon graphique. Donc la société française comporterait un centre, un tout petit haut et une base qui s'affinerait, contrairement à une image pyramidale, par exemple. Ce qui est paradoxal, c'est que ces travaux, donc notamment ceux-là, mais on pourra en citer d'autres, sur la moyennisation de la société, ils paraissent à la fin des années 80 dans un contexte où les arguments pour soutenir cette thèse deviennent de plus en plus faibles. C'est-à-dire que notamment cette thèse, elle est fondée sur l'idée que les inégalités sociales se seraient réduites. Or, à la fin des années 80, le petit mouvement de réduction des inégalités sociales qui a caractérisé la fin des années 70, le début des années 80, ce mouvement-là, il s'arrête. C'est un mouvement où, au contraire, les inégalités s'accroissent de nouveau, même parfois assez rapidement, et depuis, cette tendance se maintient. À chaque nouvelle crise, comme maintenant depuis 2008, on a un nouveau creusement des inégalités. Et donc cette thèse, elle paraît à un moment donné où les données ne sont plus là pour l'étayer et lui donner vraiment une crédibilité. C'est une thèse qui quasiment masque la réalité et veut enterrer la possibilité d'un conflit social. Vous notez quelque chose qui est quand même assez surprenant qu'on sait, mais sur lequel on a du mal à mettre le doigt, c'est que l'hérédité sociale s'est renforcée par rapport aux années 80. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors qu'on a quand même l'impression qu'au moins, ne serait-ce que par la démocratisation scolaire, on pouvait penser que, à défaut, les inégalités évidemment existent, se renforcent, mais on pouvait penser qu'il y avait quand même plus de possibilités d'ascension. Non, là, vous montrez que l'hérédité sociale s'est renforcée. Alors, effectivement, les enquêtes qui portent sur la mobilité sociale, hein, donc que deviennent les enfants d'ouvriers, que deviennent les enfants d'employés, par exemple, et des autres groupes sociaux, montrent plusieurs choses. Elles montrent une chose importante pour notre ouvrage, c'est que les échanges entre ces deux groupes sont de plus en plus fréquents. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus fréquent de devenir employé quand on est enfant d'ouvrier et inversement. Elle montre aussi qu'en cours de carrière, on peut passer d'un groupe à l'autre, hein, donc, ce qui renforce l'idée que c'est des groupes de plus en plus poreux. Et elle montre, ce qui est effectivement paradoxal du fait de l'accroissement général du niveau de diplôme, que les possibilités d'accéder aux groupes de professions intermédiaires, de cadres, même si elles ont été toujours assez minces pour les enfants d'ouvriers et d'employés, se sont réduites. Et en tout cas, au moins on cessait de s'accroître comme elles l'avaient fait pendant un certain temps. Et donc le destin de profession intermédiaire ou de cadre reste très peu probable quand on est enfant d'ouvrier ou d'employé, même quand on a fait des études nettement plus longues que celles de ses parents, comme c'est le cas pour la plupart des enfants d'ouvriers et d'employés aujourd'hui. Votre livre, il va aussi à l'encontre d'une autre idée souvent reçue, que celle que la société française se serait transformée en une vaste société de classe moyenne où le conflit social n'aurait plus vraiment de pertinence. C'est l'idée que les classes populaires se seraient fragmentées. Pourtant, c'est quand même un peu... Voilà, alors, ce dont on a l'impression, en quoi elles ne se sont pas fragmentées? Il y a effectivement plusieurs lignes de clivage et on a mobilisé tous les travaux qui insistent sur certes, mais de manière unique sur un clivage plutôt que sur un autre, entre qualifiés, non qualifiés, hommes, femmes, immigrés, français, de fait, effectivement, il y a un certain nombre de... et selon les territoires aussi, rural, urbain, il y a toutes ces lignes de fracture au sein du peuple sont pertinentes. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, elles insistent sur un seul de ces critères. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de les penser ensemble. Et quand on les pense tous ensemble, on arrive quand même à dégager ce qui nous semble plus important. Au final, c'est quand même une condition commune, au-delà des différences. Donc, d'une part, une condition commune en termes quand même de conditions de travail. Et surtout, ce qui apparaît, c'est que les différences qui séparent les ouvriers et les employés en leur sein sont beaucoup moins importantes que celles qui les différencient des autres classes sociales.
des professions intermédiaires et des classes supérieures. Et donc c'est ça ce sur quoi on a voulu insister. Et donc ce qui est très commun, c'est cette condition très dominée au travail, avec à la fois des exigences d'autonomie et de polyvalence plus grandes, mais en même temps peu de ressources pour faire face aux situations de tension. Par exemple, on a beaucoup insisté sur le stress au travail en parlant des professions supérieures et qu'on su d'ailleurs se mobiliser sur ces questions-là. Mais en fait, ce qu'on appelle la situation de job strain, tension psychique au travail, en fait, ça concerne 30% des employés, 25% des ouvriers et seulement 10% des cadres. Et ce sont des situations, les gens qui travaillent sur les conséquences aussi en termes de santé, c'est des situations qui sont pathogènes en termes de santé. Donc, de fait, ça leur est commun. Et il y a beaucoup en termes statistiques, beaucoup de convergence entre les ouvriers et les employés. Et voilà, et des écarts à l'inverse qui les séparent des cadres. Et puis ce qui est commun aussi, c'est l'absence de perspective de mobilité. Restriction de l'accès à la fonction publique était quand même une possibilité pour les classes populaires de s'élever dans la hiérarchie sociale. Très peu de perspectives pour passer au petit encadrement ou à l'encadrement. Peu d'accès à la formation qualifiante. Donc de fait, et ça, ils ont aussi ça en commun. Et puis alors aussi ce qui les relie. Et ça, c'est aussi quelque chose sur quoi on a insisté dans ce manuel, c'est que si on raisonne en termes de ménage, en termes de famille, de fait, ouvriers et employés sont souvent ensemble. C'est-à-dire que si on raisonne plus simplement à l'échelle des individus mais des ménages, il y a, je crois que le couple le plus important, 25% des couples, c'est composé d'un ouvrier et d'une employée, et 40% des couples, c'est ouvrier, employé, inactif, quoi. Donc ça représente un monde commun. Oui, ce que montre votre ouvrage, en allant à l'encontre de l'idée que la désindustrialisation et la fin en partie des grandes usines auraient signé la fin des classes populaires, et que voilà, vous montrez dans le détail comment elles ont plutôt changé de visage. Mais ce qui est frappant, c'est que le rapport au travail reste déterminant dans ce qui fait classe. C'est ça ? Même si on n'a plus la classe ouvrière en soi et pour soi, avec le bras armé du Parti communiste, ça reste structurellement dans l'expérience, qu'on peut dire, de ce qu'est une classe populaire. C'est ça ? Alors, en effet, un des apports de la relecture des travaux qu'on a voulu faire dans cet ouvrage, qu'on a fait pour cet ouvrage, c'est de souligner l'importance, encore aujourd'hui, de la condition laborieuse, de l'expérience du travail pour les ouvriers et les employés contemporains. Alors, c'est assez paradoxal parce que c'est à la fois une expérience très partagée et l'expérience d'un assez grand, d'une certaine atomisation. C'est pour ça que les analyses en termes de fragmentation... Les années 80-90, c'est aussi les emplois courts, la précarité, l'éclatement du salariat. Donc on a du mal à imaginer qu'il y a encore une expérience commune. Alors, il y a plusieurs éléments à apporter pour comprendre cette idée qui est en effet un peu paradoxale. Mais d'une part, ouvriers comme employés sont en effet exposés à toutes ces formes de précarité beaucoup plus que les autres groupes sociaux. Donc c'est une expérience très négative, mais c'est une expérience qui les différencie très fortement des autres dans le rapport à l'avenir, même dans leur vie quotidienne. Donc l'expérience du chômage de longue durée, l'expérience de l'intérim, surtout pour les hommes, du temps partiel, surtout pour les femmes, de toutes les formes d'emplois dites atypiques, qui représentent près de 20% des emplois d'ouvriers et d'employés. Donc une expérience de l'incertitude et de la parcellisation du temps et dans le rapport à l'avenir, et des expériences partagées aussi au travail, au-delà même des différences dans le contenu du travail. Donc ces différences, elles existent, ça n'est pas la même chose d'être aide à domicile et de travailler dans l'industrie agroalimentaire, bien sûr, mais dans les deux cas, on va expérimenter des formes d'injonction contradictoire, paradoxal, d'obligation à assurer plusieurs tâches en même temps sans en avoir le temps, ni les marges d'autonomie et de décision pour organiser son travail, pour pouvoir répondre à ses demandes. On ne l'a peut-être pas assez souligné jusqu'à présent, c'est aussi l'expérience des faibles salaires. Donc c'est quand même un trait qui différencie très très fortement ces emplois, les personnes qui occupent ces emplois des autres groupes. Donc les écarts de revenus, qui sont des revenus liés au travail principalement, sont très élevés. Le rapport est de l'ordre de 1 à 3 avec les cadres aujourd'hui, mais c'est des inégalités qui se répercutent aussi sur les possibilités d'accumuler un patrimoine, d'acquérir une maison, un logement, etc. Donc ces inégalités économiques restent très fortes.
Et du coup, il est assez difficile de... Alors, au-delà, donc je le disais, c'est paradoxal dans la mesure où c'est l'expérience aussi partagée de la fin d'un ensemble de ressources qui permettaient des solidarités au travail, notamment. C'est l'éclatement de tout un ensemble de collectifs de travail, du fait des horaires différenciés, de l'individualisation des rémunérations, même au plus bas échelon de la grande distribution, de l'industrie, par exemple, des formes de mise en concurrence permanente. Mais cette expérience, donc si elle fonde, il est difficile de dire qu'elle fonde une conscience de classe et la conscience d'intérêt commun, c'est une expérience qui est commune à cet ensemble, cet ensemble des membres des classes populaires et qui est un trait très très fort de structuration de leur existence et également des possibilités de transmission à leurs enfants, etc. Mais ce que vous montrez, c'est qu'effectivement, donc, ce qui fait classe, c'est bien sûr ces inégalités économiques, ces expériences de domination au travail, avec un travail qui a lui-même été modifié, mais que ça ne s'arrête pas là. Ça couvre aussi un rapport à la politique, aux institutions, à la culture, au territoire. Enfin, on va y venir. J'aimerais que... On aborde, là, on est un soir d'élection, on aura dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes maintenant, le résultat des élections départementales. J'aimerais qu'on aborde cette question du rapport spécifique qu'auraient les classes populaires à la politique et aux institutions, en commençant par un petit extrait d'un journal récent de France Télévisions. Depuis 30 ans, la France connaît une progression importante de l'abstention. Seule l'élection présidentielle échappe à cela. Tous les autres scrutins sont touchés. Mais qui sont ces abstentionnistes? En 2014, un profil a été établi par l'Institut Ipsos. Lors des européennes, ne sont pas allés voter 73% des moins de 35 ans, 69% des chômeurs, 68% des ouvriers et 65% des employés. Comment est-ce qu'on explique cette démobilisation électorale? Il faut peut-être dire plutôt que politique. On verra que vous nuancez, que ça ne veut pas dire qu'il y a une forte abstention des classes populaires. Ça ne signifie pas qu'elles ne se désintéressent complètement de la politique, mais en tout cas que dans ce qui est sa principale manifestation institutionnelle, elles sont de plus en plus absentes, d'abord par le taux d'abstention. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que c'est lié à tout ce que vous dites, à l'absence d'une conscience de classe ou à d'autres facteurs? Alors, il faut rappeler peut-être en préalable que cette hausse de l'abstention, elle touche l'ensemble du corps électoral. Le recul de cette norme de la participation électorale, il marque très fortement l'ensemble de notre vie politique. Le journal souligne que c'est les employés, les ouvriers, tout à très fait, souvent. Mais on pourrait souligner aussi la hausse de l'abstention parmi les cadres et les professions intermédiaires. Ça serait tout aussi frappant et tout aussi régulier au cours du temps. Ceci étant dit, évidemment, ce phénomène touche plus particulièrement les ouvriers et les employés. De façon générale, il touche plus particulièrement les personnes les moins diplômées. C'est un fait bien connu. Ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que derrière l'abstention, c'est en fait une forme d'intermittence dans la participation des votes que montrent les enquêtes électorales. Il y a plusieurs enquêtes qui suivent des électeurs à travers plusieurs scrutins et on va constater que l'abstention constante concerne une minorité relativement réduite. Par contre, ce qui est devenu extrêmement fréquent, c'est le fait de voter de façon intermittente. Et ce phénomène-là concerne, là encore, l'ensemble du corps électoral, mais tout particulièrement l'ensemble des classes populaires et pas seulement les moins diplômés. Donc cette prise de distance vis-à-vis de la politique institutionnelle, on la mesure quand même très bien avec ces indicateurs. Elle renvoie à toutes ces transformations qu'on vient d'évoquer dans le monde du travail, mais on pourrait parler aussi des transformations dans les rapports de voisinage, la sociabilité locale, les transformations qui font que les gens travaillent de plus en plus loin de leur lieu de travail, enfin tout un ensemble de formes d'émiettement dans le rapport au territoire aussi. Il n'y a plus les formes de socialisation politique qu'on pouvait trouver soit à l'usine, soit près de chez soi. Voilà, alors il y en a encore, on l'abordera après, mais en tout cas celles qui faisaient le socle de ce qu'on a pu appeler le vote de classe se sont largement affaiblis. Donc ces facteurs, ils sont massifs, mais ils ne sont pas les seuls. Il faut aussi aller chercher du côté des pratiques des organisations militantes, des partis politiques, les clés de l'importance de ce phénomène. C'est quoi? C'est le fait qu'il n'y ait plus de militants de terrain, le fait qu'on voit bien que dans les partis, y compris le Parti communiste, les représentants des classes populaires sont de moins en moins nombreux. Qu'est-ce qui explique ça?
C'est un petit peu tout ça. Donc les travaux qui ont montré, les travaux d'historiens ou de sociologues qui ont essayé d'expliquer l'importance du succès électoral et politique du Parti communiste, mais aussi du Parti socialiste ou de la SFIO avant le Parti communiste, montrent que ça n'est pas un succès purement idéologique. Ce ne sont pas des idées qui gagnent le peuple mécaniquement. C'est tout un travail municipal, par exemple, dans le cas des mairies socialistes et communistes, donc les banlieues rouges, mais aussi des mairies socialistes dans un certain nombre de régions. C'est les liens entre le monde syndical et le monde politique aussi qui était plus fort. C'est l'encadrement de tout un ensemble de formes d'activités de loisirs pour les enfants comme pour les adultes qui entretiennent des formes de politisation et de solidarité au quotidien et qui sont le soubassement de la force de ce vote ouvrier et plus largement populaire pour les partis de gauche. C'est quand même assez frappant, si on revient sur ces travaux, de constater que en Seine-Saint-Denis, dans certains quartiers de Saint-Denis ou dans d'autres quartiers très populaires, on a un taux d'abstention moindre dans les années 60 et 70 que le taux d'abstention national. Donc là, on voit que même la faiblesse du diplôme, dans certaines conditions sociales et politiques, peut être contrecarrée avec un succès très grand. Ce qu'on constate dans ces mêmes quartiers, c'est au contraire aujourd'hui un taux d'abstention très élevé. Donc là, il y a tout un ensemble de facteurs qui jouent. Et effectivement, la désertion des militants de terrain, qu'il faut comprendre, là encore, en prenant en compte plusieurs éléments. D'une part, les transformations des pratiques militantes dans les partis, notamment le Parti socialiste, mais également le Parti communiste, de plus en plus centré sur l'activité, la gestion communale ou l'activité électorale, des formes de débat interne de plus en plus intellectualisées, une désaffection des formes de sociabilité de quartier qui permettaient de maintenir l'activité militante des membres ouvriers ou les moins diplômés. Et c'est aussi des transformations dans le discours qui vont se répercuter sur cette désaffection de l'électorat populaire vis-à-vis des partis de gauche, ou en tout cas leur moindre fidélité. Donc un discours qui va de moins en moins parler du monde du travail, par exemple, qui va de moins en moins parler de cette condition qu'on a évoquée précédemment, qui va effacer des références à des clivages de classe. Donc c'est particulièrement net en ce qui concerne le Parti socialiste, ça a été bien étudié, où on va avoir au contraire une valorisation de l'individualisation des expériences, un discours sur la fragmentation des appartenances collectives. Ça prend des formes un peu différentes au Parti communiste, mais avec une combinaison d'un discours assez misérabiliste, dans lequel ne se reconnaissent pas une bonne partie des fractions les plus stables des classes populaires, qui veulent au contraire se démarquer d'une vision assistentielle du monde populaire. Et c'est ensuite un discours très flou, un discours sur les gens, les intérêts des gens, qui refusent de différencier la société en groupes. Donc tous ces facteurs combinés permettent de comprendre ce retrait très fort des classes populaires, électorales mais aussi militants. Il y a aussi la question, juste pour compléter, de la malinscription sur les listes aussi, qui avait été bien montrée là, par Céline Braconnier, Jean-Yves Dormagin à Saint-Denis. Et ce phénomène de malinscription sur les listes qui fait que les gens ne vont pas voter parce qu'ils ne sont pas sur le bon bureau de vote ou des choses comme ça, ça a aussi à voir avec la précarité croissante des conditions de vie. Contrairement à l'image un peu reçue des cités d'habitat social comme des ghettos, en réalité, il y a un très grand flux de population. C'est les zones dans lesquelles la population bouge le plus. Donc du coup, ça a à voir avec les conditions de travail, les conditions de vie. Et ça se traduit effectivement du coup par ces phénomènes de malinscription qui sont aussi une cause importante de l'abstention. Et est-ce qu'il existe, pour autant, c'est une expression de Daniel Yaxi, un sens caché, sens écrit C-E-N-S, au sens où il n'y aurait plus évidemment de sens économique ou en fonction des impôts, mais un sens culturel, c'est-à-dire que certaines fractions, ou même une majorité des classes populaires seraient trop éloignées culturellement du vote. Est-ce que ça a du sens de dire ça, du sens S-E-N-S? À partir du moment où il y a un lien entre le vote et le niveau de diplôme, effectivement, il y a un phénomène d'intériorisation d'une incompétence culturelle, éventuellement, qui fait que les gens peuvent se désintéresser de ce fait-là de la politique ou pas se sentir autorisés à décider ou sur les enjeux. En même temps,
le rapport, enfin, il y a aussi tout un ensemble de travaux qui montrent que ce n'est pas parce que les gens ne votent pas, qu'ils n'ont pas d'avis politique, qu'ils ne s'intéressent pas à des enjeux politiques, mais ils peuvent se sentir pas représentés. Quand on avait étudié avec les mêmes co-auteurs les enjeux des municipales de 2008 en région parisienne et tout l'enjeu justement de la représentation de la diversité. Alors, entre guillemets, c'est à savoir diversité des origines sur les listes. En fait, les listes indépendantes qui étaient très dévalorisées par les partis traditionnels regroupaient des gens qui étaient sur des enjeux du quotidien, sur la question de la garde des enfants, des transports pour aller travailler, sur des choses qui ne leur semblaient pas, qui pour eux étaient importantes, qui pour eux étaient des enjeux politiques importants et qui n'étaient pas forcément pris en compte par les partis traditionnels. Oui, c'est ça, vous montrez là dans l'ouvrage que démobilisation électorale, ce n'est pas forcément démobilisation politique, même s'il y a moins de grèves. Il y a des formes de mobilisation à la fois sur le lieu de vie, sur le lieu de travail, mais on a toujours l'impression que c'est à une échelle plus petite. Quels sont ces genres de politisation ? Alors, pour reprendre par exemple l'exemple qu'évoquait Isabelle, dans cette enquête autour des municipales, la composition des listes, on s'est rendu compte que parmi ces listes un peu concurrentes qui voulaient représenter la diversité dans la commune et aussi des enjeux plus proches du quotidien, il y avait pas mal de syndicalistes. Alors parfois, ce n'est pas forcément des gens ayant des mandats très, très élevés dans leur organisation, mais le syndicalisme, ça reste un des univers où se manifestent des formes de contestation en milieu populaire. Et au-delà des syndicats, qui sont quand même une minorité, il y a seulement environ 8% de syndiqués aujourd'hui en France, et encore moins parmi les ouvriers et les employés, au-delà des syndicats, il y a des formes de contestation au travail qui perdurent. Alors, il ne s'agit plus de la grève massive et surtout de longue durée, du fait de tout ce qu'on a rappelé sur l'émiettement des conditions d'emploi, des formes d'organisation du travail, etc. Mais malgré tout, là, il y a des enquêtes qui le montrent très très bien, aussi bien à partir de données statistiques que d'enquêtes de terrain. Les conflits au travail restent une constante très forte dans les entreprises publiques et privées. Ils peuvent prendre des formes variées, parfois peu visibles. Il y a par exemple des mouvements de pétition internes à des entreprises. Le refus d'heures supplémentaires, par exemple, a été une forme de contestation assez importante. Des formes qui apparemment sont individuelles, mais qui peuvent prendre des formes collectives, comme le recours au prud'homme, sont de plus en plus diffusés. Et on observe dans tout un ensemble de secteurs d'activité où les mobilisations paraissaient improbables et sans moyens et sans possibilité d'exister, des mobilisations fortes parmi les caissières, par exemple, ou parmi les aides à domicile. Alors effectivement, c'est souvent plus localisé. Ça ne fait pas l'objet d'une mise en cohérence par les organisations syndicales ou politiques au niveau national. C'est souvent beaucoup moins visible que certaines grandes grèves. Mais malgré tout, c'est une constante très forte au sein du monde du travail qui témoigne vraiment de formes de résistance, ou en tout cas de contestation qui perdurent et qui se renouvellent. Qu'empêche de parler de dépolitisation comme ça schématiquement de toutes les classes populaires. Cette démobilisation, en tout cas électorale, elle est prise dans un mouvement que vous dites plus ambivalent de rapport aux institutions. En quoi les classes populaires ont-elles un rapport spécifique déjà aux institutions ? Alors, dans le modèle un peu classique, la sociologie un peu plus ancienne, dans la représentation des milieux populaires, donc tel qu'on peut les lire dans les livres, l'idée c'est que les classes populaires se vivaient dans un monde relativement autonome, en valorisant beaucoup l'entre-soi, en se distinguant des autres, c'était nous et eux, donc eux c'est les puissants, les dominants, tout ce qui n'est pas classe populaire. Et du coup, les institutions, dans ce modèle-là, c'est ce monde des autres. C'est les autres. Donc il y avait un rapport relativement rétif aux institutions, quelles qu'elles soient, une distance aussi, notamment par rapport à la justice. On règle ses affaires entre soi. C'est mieux que d'aller solliciter un magistrat ou des choses comme ça. Et ça, c'est le modèle un peu habituel. Sauf quand il y avait ce qu'on appelle une forme de relation personnalisée, par exemple le médecin de famille. Alors lui, c'est une figure des autres, mais qui est un peu nous. Éventuellement l'instituteur, quand la relation est très personnalisée. Mais des figures comme ça, individuelles, de représentants institutionnels. Mais les institutions, c'était quelque chose dont on se méfiait et qui était plutôt perçu comme potentiellement source de contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup transformé. Alors, d'une part, du fait de l'importance de l'État social et du fait que les institutions sont aussi des garantes de droits. Les classes populaires sont très attachées à leurs droits.
Et puis aussi, y a la massification scolaire a des effets très importants dans la transformation des milieux populaires. Le développement de la fonction publique et le fait qu'une grande partie des gens qui viennent ou qui appartiennent aux classes populaires font aussi partie maintenant de ce monde institutionnel. Donc tout ça fait que ça s'est transformé, qu'il y a une plus grande familiarité et que c'est moins perçu comme quelque chose d'extérieur à l'expérience quotidienne, à la vie quotidienne, et c'est perçu comme quelque chose effectivement sur quoi on peut s'appuyer. Notamment, alors là, avec une différence assez importante entre hommes et femmes. Déjà, ils n'ont pas forcément affaire aux mêmes institutions. Les femmes ont plus affaire aux institutions sociales et les hommes, éventuellement, plus aux institutions pénales, éventuellement. Bon, ça, il y a tout cet aspect-là. Mais donc voilà, un attachement aux institutions, notamment par les femmes, et en même temps des attentes, du coup. Des attentes de la part des institutions. Alors moi, pour le coup, j'ai beaucoup travaillé sur le rapport des familles à l'institution scolaire, aux institutions sociales, aux institutions éducatives, judiciaires, qui peuvent être éventuellement en désarroi par rapport à leurs enfants et qui sont dans une demande de conseil, en fait, qui l'expriment très clairement. Voilà, une demande de conseil, d'assistance, et pour le coup, ils n'obtiennent pas forcément réponse dans ces moments-là. Donc voilà, donc une demande d'assistance institutionnelle, et alors avec un rapport sans doute ambivalent, mais par exemple au moment des émeutes de 2005, ce qui a été bien noté aussi, c'est que pour la première fois, massivement, les institutions ont été attaquées. C'est-à-dire que les jeunes ont brûlé des écoles, des bibliothèques, des gymnases. Donc c'est absolument pas anodin. C'est-à-dire que c'est aussi, ça exprime quelque chose à la fois d'une grande colère, mais aussi de grandes attentes vis-à-vis des institutions. Oui, et ça exprime aussi cette impression qu'on a que les recompositions, pour ne pas dire les décompositions de l'État social depuis les années 1980, ont participé à une fragmentation des classes populaires, en distinguant les bons et les mauvais pauvres, en faisant des choses comme ça. Oui, c'est aussi un peu une des hypothèses de cet ouvrage. C'est l'idée que l'État social, il s'est construit sur justement l'idée de penser l'intégration des milieux populaires dans la société, penser comme un tout, avec une négociation d'équilibre entre des groupes sociaux, justement, un compromis, l'attribution de droits sociaux, justement, qui représentent une propriété sociale pour ceux qui n'ont pas accès à la propriété, et avec cette idée d'un ordre social relativement consensuel autour de ça. Et avec la crise, l'augmentation du chômage de masse, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui sortent des protections associées au travail, il y a eu le développement, les reconfigurations de l'État et des politiques sociales avec des politiques d'insertion de plus en plus qui sont individualisées, en général gérées par des départements et non plus au niveau national. Et puis aussi des aides sociales qui sont contractualisées. Le RMI, oui, c'était l'emblème de ça, individualisé. Les gens doivent s'engager. Et puis bon, les politiques de l'emploi sont aussi de plus en plus comme ça culpabilisantes aussi. C'est-à-dire qu'il y a un soupçon qui pèse sur les chômeurs, sur les pauvres, finalement, effectivement, de ne pas jouer le jeu. Et donc, ils doivent s'engager à vouloir s'insérer, vouloir s'intégrer. Voilà, il y a tout un travail comme ça d'individualisation. Et on s'adresse plus à des grandes catégories de travailleurs, mais on s'adresse effectivement à des populations perçues comme vulnérables, à des pauvres, à des quartiers, à des voilà. Enfin, il y a toutes les politiques qui se sont développées sont des politiques sur des populations cibles. Sur des, voilà. Et donc ça change complètement la manière de se représenter le monde et les inégalités. Donc du point de vue des pouvoirs publics, aussi dans le champ des sciences sociales, les intellectuels ont leur part évidemment dans cette représentation du monde. Et puis après, du coup, au bout d'un moment, ces catégories, via les médias, on peut quand même faire l'hypothèse que ça diffuse et que les classes populaires se perçoivent plus forcément non plus d'abord par leur situation de travail, mais peut-être comme habitant de tel quartier, comme cumulant des handicaps, puis c'est comme ça qu'on parle d'eux, voilà. Alors justement, on se demande, on comprend que si on a une lecture statistique et ethnographique de la société française, les classes populaires continuent d'exister dans un rapport de classe, de domination, mais on a l'impression qu'il y a plein de nouvelles questions, que ce soit effectivement la question urbaine, les questions ethno-raciales, voire des fois les questions de génération, qui introduisent des nouvelles formes de fragmentation de ces classes populaires. Alors on peut se demander du coup, qu'est-ce qui reste de cette culture spécifique qu'auraient les classes populaires? Est-ce qu'on peut encore en parler? Ouais. C'est vrai que de ce point de vue-là, ce qui est compliqué, c'est qu'on voit qu'il y a une condition. Il nous semble qu'il y a encore une condition commune, mais sur la question de la culture, il y a effectivement plusieurs strates.
il y a quand même des fractions. Alors c'est aussi un effet des politiques du logement, avec cette idée effectivement de quand même cette opposition entre habitants des quartiers paupérisés et puis fractions stables des classes populaires qui cherchent à s'en échapper. Et là, la politique du logement a une grande responsabilité là-dessus, hein, avec le basculement de l'aide à la pierre à l'aide à la personne dans les années 70 et l'encouragement de la propriété. Donc du coup, il y a effectivement cet éclatement. Et en termes de style de vie, de conditions de vie, de rapport à l'école, c'est pas le même. Aussi, même de fonctionnement familial, de rapport de genre au sein des couples. C'est-à-dire que le modèle un peu traditionnel, quand on parlait de culture populaire jusqu'aux années 70, c'est cette idée d'un familialisme très fort. Primat accordé aux relations familiales, l'importance du local aussi, de l'entre-soi, et puis une distance avec l'école notamment et les institutions. Donc ça a évolué, mais pas de la même manière dans toutes les fractions des milieux populaires. De ce point de vue-là, les fractions les plus précaires sont encore sur un modèle, une division des rôles masculin-féminin très très marquée, alors que dans les fractions plus stables, il y a une évolution de ce point de vue-là, avec une intériorisation des normes des classes moyennes et des classes supérieures, aussi la diffusion des normes un peu de la psychologie dans les rapports aux enfants, donc cette idée que par exemple il faut parler aux enfants, et en même temps avec quand même une réappropriation spécifique, même dans ces fractions-là les plus stables et les plus proches des classes moyennes et supérieures, par exemple la figure du pater familias, ça reste quelque chose de très important pour les parents. Alors voilà, un père qui parle, qui joue avec ses enfants, mais en même temps, l'idée qu'on négocie tout, ça c'est ce modèle-là un peu des catégories supérieures, c'est quelque chose qui est perçu comme une forme d'hypocrisie sociale qui ne prépare pas bien les enfants à ce que va être leur vie. Il va bien falloir qu'ils arrivent aussi à supporter la hiérarchie, parce que de toute façon, leurs conditions de travail ne permettront pas forcément de négocier. Donc il y a une appropriation et en même temps spécifique. Pareil sur l'allaitement, par exemple. Sur les normes de puériculture, elles diffusent assez... Enfin, les femmes des classes populaires sont relativement résistantes parce qu'elles valorisent un modèle familial dans lequel le biberon est plus valorisé, par exemple. Donc il y a à la fois une intériorisation, une diffusion de nouvelles normes via les médias, via l'école, via les métiers exercés, par exemple. Tous ces métiers d'aide à domicile, d'aide-soignante, pour les femmes, sont des métiers qui introduisent dans les milieux populaires des normes très différentes de ce qu'étaient les normes habituelles des classes populaires. Donc voilà, mais effectivement, là, on voit des transformations qui, par certains aspects, montrent une perméabilité à des normes qui viennent d'autres groupes sociaux, et en même temps avec des rapports différents selon les fractions du groupe. Et sur cette question effectivement assez importante, vous le soulignez, de la politique de logement et donc de la répartition urbaine, on a beaucoup dit que voilà, la question urbaine pouvait des fois remplacer la question sociale. Il y a un livre du géographe Christophe Guilluy que vous évoquez, qui s'appelle Fracture française, qui a une lecture qui est devenue la Bible à la fois du mouvement qui s'appelle Gauche populaire, c'est pas un hasard, et de beaucoup de politiques et de médias, qui résonnent en termes de centre et périphérie. Et vous avez une lecture très critique de ce livre. Pourquoi ? Alors, cet ouvrage en particulier est assez emblématique d'un mode de pensée binaire et de ses limites. On pourrait trouver d'autres exemples, mais si on prend cet exemple-là, donc c'est l'idée qu'il y aurait des centres urbains plutôt réservés aux classes supérieures et aux classes moyennes, certaines fractions immigrées des classes populaires et des zones de relégation de classes populaires, plutôt blanches d'ailleurs, tel que c'est décrit, donc le périurbain, des zones rurales. Alors la première chose à dire, c'est que cette thèse ne résiste pas aux données empiriques. Certes, il existe des formes de ségrégation dans l'espace social français, mais elles sont extrêmement complexes et en aucun cas ne pourraient se réduire à cette répartition binaire. La majorité des classes populaires vivent dans les pôles urbains aujourd'hui comme l'ensemble des groupes sociaux. Pour souligner un premier point important, il n'y a pas une partition spatiale entre des classes populaires immigrées et non immigrées. Elles coexistent en général dans les mêmes espaces. Le périurbain n'est pas du tout une catégorie homogène. Elle regroupe des formes d'habitat très divers qui vont des classes populaires aux classes supérieures les plus aisées. D'ailleurs, les zones les plus ségrégées socialement sont des zones où vivent les classes sociales les plus aisées, et non pas les classes populaires, qui elles vivent plutôt dans des zones que les géographes et les sociologues urbains décrivent comme plus mélangées. Donc ça, c'est un premier élément central. L'autre élément de la critique, c'est que représenter ainsi une partition interne à la société française, ça ne permet aucunement d'en comprendre les dynamiques.
Ça te permet, il existe effectivement des tensions, des clivages au sein des classes populaires qui parfois prennent cette forme de différence entre habitants de cité ou habitants de zones rurales. Mais il existe aussi beaucoup de mobilité. Toutes les enquêtes qui vont regarder de près une zone rurale ou une zone périurbaine constatent qu'une bonne partie des habitants de ces zones ont vécu à un moment donné en cité ou y vivront un jour. Donc il n'y a pas du tout cette porosité-là. Si on veut comprendre ces formes de concurrence entre modes de vie ou ces tensions internes, il faut absolument abandonner ce genre de schéma qui interdit de comprendre en réalité ces clivages internes au monde populaire. Et un autre schéma qu'on entend beaucoup, notamment du côté de cette gauche populaire, mais bien ailleurs, ce serait l'idée qu'il y aurait une racialisation des clivages au sein des groupes populaires. Ça aussi, c'est vraiment statistiquement faux. Enfin, c'est un schéma qui ne fonctionne pas. Alors là, l'argument ne sera pas forcément statistique, sauf si on s'intéresse à la question de la composition des groupes et de leur répartition. De fait, c'est toujours au sein des classes populaires que la majorité des immigrés se sont trouvés. Aujourd'hui, je crois que c'est 60% des hommes et 70% des femmes immigrées qui sont ouvriers ou employés. Donc les immigrés sont avant tout des membres des classes populaires. Et inversement, donc c'est parmi les ouvriers et les employés qu'on va rencontrer le plus d'immigrés. Ça n'est absolument pas un fait nouveau, c'est un fait très ancien dans l'histoire française. Et c'est pas pour rien que les sociologues et les historiens de l'immigration en général touchent à ces deux dimensions-là de la structure française. Donc ça, c'est une première chose à souligner sur le plan disons, empirique. L'autre dimension à souligner qui, là, ne relève pas d'une analyse statistique, c'est de quoi on parle quand on parle d'ethnicisation, de racialisation. Si on parle de forme de catégorisation, d'assignation identitaire, là encore, avec le passé colonial de la France, ça n'a rien de nouveau. En réalité, ça n'est pas réservé aux classes populaires. Et de fait, les enquêtes qui travaillent là-dessus montrent que oui, effectivement, il y a des formes d'assignation ethniques ou culturelles très importantes dans notre société, et en particulier au sein des milieux populaires. Ensuite, il est assez difficile de dire qu'elle prendrait le pas sur des identités sociales. Alors, oui, c'est ça, la question, c'est on nie pas la possibilité d'identité ethno-raciale, mais la question de savoir si on souligne ça, et que ça empêche d'avoir une lecture plus sociale. C'est-à-dire, en gros, ce qui circule, le fait que, en gros, dans les classes populaires, serait séparé entre les petits blancs dans les zones pavillonnaires versus ceux qu'on appelle encore les immigrés ou issus de l'immigration, même s'ils sont français depuis 3 générations, dans les grandes cités. Ça, c'est vraiment une lecture... Mais ça, pour le coup, empiriquement, c'est faux. Donc, le périurbain comporte aussi sa part d'immigrés, d'enfants d'immigrés. Les cités comportent aussi beaucoup d'habitants qui ne sont pas eux-mêmes immigrés ou enfants d'immigrés. Donc ça, c'est comme je disais, une première lecture. L'autre réflexion qu'il faut avoir, c'est sur le poids de ces identifications pour les personnes considérées. Et de fait, elles restent assez marginales. Les enquêtes montrent que, certes, dans certaines circonstances, dans certains contextes, on peut se revendiquer d'une identité culturelle ou ethnique, mais la plupart du temps, on va se définir à travers sa profession ou s'identifier aux classes moyennes, qu'on soit immigré ou pas immigré. Et donc, ce n'est pas des formes d'identification qui sont aussi fortes que ça dans le monde social. C'est des formes d'assignation, notamment institutionnelles, politiques, mais pas forcément des identités revendiquées. Les identités peuvent être mobiles. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des jeunes issus de l'immigration. Selon les contextes, ils vont se définir plutôt comme français ou plutôt comme marocains. Enfin, en fonction de quand c'est l'anniversaire de l'indépendance, ils se sentent marocains. Quand il y a un match de foot, ils se sentent algériens. Et puis en même temps, sur plein d'autres moments, ils disent moi, je suis français. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas rigidifier de cette manière-là. Et souvent, ils se sentent aussi d'abord comme venant de tel quartier ou de telle cité. Et voilà. Non, bien sûr, mais parce qu'il y a une question que forcément vous ne posez pas dans le livre parce que c'est pas tellement une question de sociologue et que vous essayez de tenir les deux bouts ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qui constitue les classes populaires, qu'est-ce qui fait qu'elles sont constituées, elles existent, avec une forme non pas d'homogénéité mais d'unité quand même. Tout en montrant tout ce qui les a aujourd'hui, quand même, toutes les lignes de fracture, toutes les lignes de clivage qui peuvent exister, qui ont été principalement dans le travail. Et du coup, on se demande un peu, à la fin, vous parlez de conditions laborieuses, on se demande un peu, est-ce qu'on pourrait retrouver une condition populaire ? Alors, sans revenir à l'idée d'un vote de classe, comme celui qui a existé dans les années, pendant les 30 Glorieuses,
Est-ce qu'à partir de quand même ce morcellement, qu'il soit en partie institutionnel, en partie lié au travail, en partie tout ça, est-ce qu'on pourrait imaginer que les classes populaires aient conscience d'appartenir à une même condition ? En tout cas, il y a quand même des choses qui les lient. Notamment sur le plan culturel, il y a quand même cette importance effectivement de la famille qui différencie encore beaucoup des autres groupes en termes d'âge à la mise en couple, l'écart d'âge entre conjoints, âge au premier enfant. Enfin, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui persistent. Sur l'important, justement, il y a en termes d'occupation du temps libre, il y a moins de tout ce qu'on appelait un peu les semi-loisirs. Voilà, tout ce qui était bricolage, jardinage, toutes ces choses-là. Des loisirs utiles. Voilà, loisirs utiles. Mais une valorisation du temps pour soi, et justement aussi un investissement aussi par les hommes de la famille, des choses comme ça. Ça, c'est très commun à beaucoup des gens des milieux populaires. L'importance de l'entre-soi et du local, et des loisirs justement non encadrés. Il y a justement donc cette idée quand même effectivement d'avoir une forme de dignité et de défendre quelque chose oui, mais qui peut les lier. Ça vous montrez bien qu'il y a des choses communes, il y a des éléments partagés, mais quand on finit le livre, on se demande un peu, est-ce que cette condition commune, elle pourrait avoir une existence politique, institutionnelle en tant que telle, encore ? Est-ce que c'est imaginable sous une autre forme que ce qu'a été le Parti communiste pour la classe ouvrière ? Après, c'est tout un travail de mise en forme aussi par des organisations qui, pour le moment, sont pas tellement... Tout à fait. Alors, je pense qu'on peut, pour revenir sur votre question précédente, sur le sentiment d'appartenance de classe ou pas, donc c'est difficile aujourd'hui de défendre l'idée qu'il y a un sentiment d'appartenance aux classes populaires. C'est une catégorie savante, elle ne fait pas sens pour la plupart des gens. Malgré tout, ce que montrent bien des enquêtes, c'est que les représentations du monde social comme étant un monde avec des hiérarchies, du pouvoir, et pour les classes populaires, un monde avec quand même, malgré tout, eux et nous, même si ça ne prend plus les formes de ce que disait Hogarth dans les années 50, pour citer un sociologue britannique. Oui, qui avait fait ce livre sur la culture du pauvre, voilà. Qui montrait en fait un sentiment assez bizarre, enfin pas bizarre du tout, mais d'appartenance de classe, mais ancré, assez peu idéologique, ancré dans une expérience commune, quotidienne. Cette grille de lecture, dans bien des situations, elle reste opérante. C'est-à-dire que si on s'intéresse aux formes ordinaires de la perception des hiérarchies sociales, que ce soit auprès d'enfants ou d'adultes, on va constater que l'idée des hiérarchies sociales est extrêmement prégnante, et l'idée d'un certain réalisme sur la place qu'on occupe dans le monde social est partagée par la plupart des personnes. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'un autre discours politique, d'autres pratiques politiques, d'autres politiques publiques aussi pourraient redonner un sens collectif à ces expériences partagées, revaloriser aussi cette condition d'exécutant au sein du monde du travail. Et pour l'instant, ça fait cruellement défaut. Vous avez croisé certains terrains, alors que ce soit que vous ayez fait vous-même ou dont vous faites la synthèse dans ce livre, où vous voyez apparaître je ne sais pas, au moins des nouvelles politiques publiques, enfin des choses qui donneraient un peu corps à cela ? Quand on avait fait l'enquête sur le quartier pavillonnaire, là, ce qu'on avait appelé les petits moyens, là, qui sont quand même fractions hautes des classes populaires, ça avait été intéressant de voir. C'est un quartier dans lequel il y avait eu de fortes tensions, notamment des tensions ethno-raciales, entre guillemets, parce qu'il y avait eu une arrivée de population originaire de Turquie, qui est arrivée, des grandes familles nombreuses, massivement, plusieurs centaines de familles assez vite dans le quartier. Donc il y avait des forts clivages, des fortes tensions. Et en fait, il y a eu, les habitants parlaient d'un moment qui avait été très important pour eux. Ils appelaient ça la fête des trottoirs. C'est-à-dire que c'est le moment où la mairie avait réinvesti, réhabilité un peu certains aspects du quartier. Alors c'est important des petites choses, mais ça veut dire que là, il y a eu des intérêts communs et un sentiment de collectif avec des choses communes à défendre. Donc là, c'est sur la sphère du logement. Mais je pense qu'on pourrait observer ce dont parlait tout à l'heure Yasmine sur certains types de mobilisation au travail. Les mobilisations des aides à domicile, qu'a étudié Christelle Avril, c'était pas gagné d'avance parce qu'il y avait des fortes. C'était dans une association qui employait des aides à domicile avec un fort clivage du coup entre les aides à domicile qui étaient plus ou moins en déclassement social, plutôt françaises entre guillemets, et puis les aides à domicile immigrées qui, elles, vivaient ça comme une ascension, donc pas le même rapport au travail, et puis des tensions entre elles. Et au moment où il a été question de pointer le travail, eh bien là, il y a eu une mobilisation collective de ces deux fractions qui cohabitaient pas toujours très bien, autour de quelque chose à défendre.
Donc c'est aussi, à un moment donné, la conscience d'intérêt commun et la possibilité aussi que des politiques ou des représentants s'en saisissent, qui font qu'il y a conscience d'une appartenance commune et une condition commune. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, votre ouvrage s'appelle Sociologie des classes populaires contemporaines. C'est publié chez Armand Collin. Il est presque 8 heures en ce dimanche d'élection départementale, de deuxième tour. La soirée électorale de Mediapart se poursuit notamment à partir de 20h30 où vous retrouverez Frédéric Bonneau, les journalistes et les invités de Mediapart. Mais je cède d'abord pour quelques minutes la parole à François Bonnet pour un premier point sur les premiers résultats. Oui, merci Joseph. Alors, un petit point rapide. La semaine dernière, à la même heure, c'était un peu l'équivalent de